Bonjour à tous, nous sommes 5 étudiants en ingénieur de gestion à l'Université catholique de Louvain. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le fruit de notre projet pour le cours de mécanique. Nous avons pour objectif de démystifier un phénomène mécanique et comme vous allez le découvrir, nous avons choisi la gravitation. Avez-vous une idée du lien entre une pomme qui se décroche d'un arbre et tombe sur le sol, les orbites des satellites et le mouvement des planètes composant le système solaire? Le point commun, ce qui permet à ces trois manifestations de se produire, est un phénomène physique connu sous le nom de la gravitation. Dans cette vidéo, nous allons tenter de démystifier, c'est-à-dire d'éclaircir ce phénomène qui donne lieu à diverses applications. Afin que cette démystification soit la plus claire possible, nous allons utiliser trois outils au cours de cette vidéo. Des explications théoriques incluant des formules, des expériences illustratives et enfin Robotran, un logiciel développé par l'Université catholique de Louvain qui va nous permettre de modéliser les phénomènes rencontrés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un œil au plan de cette vidéo. Nous allons commencer par rappeler quelques bases en mécanique. Ensuite, nous vous introduirons à la théorie de la gravitation de Newton, qui régit le phénomène étudié. Après cela, nous aborderons brièvement l'expérience de Cavendish pour visualiser le phénomène à petite échelle. Nous poursuivrons en vous parlant de la chute des corps dans le voisinage de la Terre. Nous finirons par le sujet des orbites des planètes en nous attardant sur le système solaire. Commençons donc par les bases en mécanique et par la notion de force. Une force résulte de l'action d'un corps sur un autre. Si aucune force n'est appliquée sur un objet, cet objet est immobile. Afin de le déplacer, il faut donc y appliquer une force suffisamment grande. La force est notée par le symbole F avec une flèche au-dessus, car elle est représentée par un vecteur. Elle possède donc un point d'application, une direction, un sens et une intensité. Cette intensité est mesurée en newtons. 1 newton est la force nécessaire pour déplacer un corps d'1 kg avec une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Attardons-nous maintenant sur la notion de masse d'un corps. La masse est la quantité de matière dont un corps est constitué et s'exprime en kilogrammes. Elle peut être définie de manière inertielle, comme la résistance à une accélération induite par une force externe, ce qui se traduit par la formule F égale m fois a, qui est la deuxième loi du mouvement de Newton. Cette notion n'est pas à confondre avec la notion de poids, qui est quant à lui une force, la masse multipliée par l'accélération de pesanteur P égale m fois g. Nous détaillerons ce lien avec la gravitation par la suite. Il s'exprime donc en newton et est variable en fonction du corps céleste sur lequel un objet se trouve. Par exemple, une personne avec une masse de 70 kg se situant sur Terre aura un poids de 686,7 newtons. Par contre, cette même personne, si elle se trouve sur la Lune, aura toujours une masse de 70 kg, mais un poids de 116,3 newtons car la force d'attraction de la Lune est plus faible que celle de la Terre. La dernière notion à introduire est la constante gravitationnelle, notée grand G. Elle vaut 6,674 fois 10 exposant -11 newton mètre carré par kilo au carré et intervient notamment dans la théorie de Newton. Elle sera plus amplement définie dans la suite de la vidéo, mais il était important de vous donner une idée de ce qu'elle représente. Entrons maintenant dans le cœur de cette vidéo avec la loi universelle de la gravitation. En se basant sur des travaux antérieurs, comme ceux de Huygens et les lois de Kepler, Isaac Newton a découvert une loi qui régit l'interaction des corps massifs composant l'univers, accompagnée d'une formule permettant de quantifier cette interaction, que l'on appelle force d'attraction gravitationnelle. Quand on utilise le terme gravitation, on fait donc référence à cette force attractive. Newton a énoncé cette loi comme ceci. Chaque particule de matière de l'univers attire chaque autre particule avec une force directement proportionnelle au produit des masses des particules et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Sur base de cet énoncé, écrivons la formule correspondante. Quels facteurs entrent en jeu dans cette force? Prenons deux particules de masse m1 et m2 exprimées en kg. Ces deux particules sont séparées par une distance r en mètres. L'élément manquant pour compléter cette formule est la constante gravitationnelle que nous avons mentionnée dans la partie précédente. Cette force, représentée par un vecteur et exprimée en newton comme chaque force, est toujours dirigée selon la droite reliant les deux particules. De tous ces éléments, nous pouvons tirer la formule des deux forces d'attraction réciproques. Sans oublier le vecteur unité du repère qu'on a choisi, toujours nécessaire quand il s'agit d'un vecteur pour indiquer son sens.
Cette force de la particule 2 sur la 1 est d'intensité égale mais de sens opposé à la force de la particule 1 sur la 2, ce dont témoigne le signe négatif. Nous constatons que cette formule correspond bien à la deuxième loi du mouvement de Newton que nous avons évoquée, F égale m fois A, où A est dans ce cas-ci l'accélération gravitationnelle due au champ gravitationnel d'un corps, qui peut être décrit comme la zone dans laquelle s'applique la force d'attraction de ce corps. Nous allons maintenant vous parler de l'expérience de Cavendish. Même si le phénomène d'attraction gravitationnelle entre deux objets est difficilement observable à échelle humaine, car les masses et distances en jeu sont très faibles, Henry Cavendish est parvenu à l'illustrer avec son expérience que nous avons reproduite, comme vous allez le voir. Deux sphères de faible masse sont reliées et suspendues au repos. Lorsque l'on approche deux autres sphères de masse plus importantes, nous observons que les deux petites masses sont attirées par ces dernières. Aucune autre force n'est appliquée aux masses. Notons que c'est grâce à cette expérience que Cavendish a pu déterminer mathématiquement la valeur de la constante gravitationnelle G. Regardez plutôt par vous-même. Passons maintenant au phénomène de la chute des corps à proximité de la surface terrestre. Revenons-en à la pomme tombant de l'arbre, qui selon la légende a inspiré la loi de la gravitation à Newton. En fait, ce phénomène est simplement une application de la formule que nous venons d'expliquer, où les deux particules sont respectivement la pomme et la planète Terre, ou plus exactement leur centre de masse. Seulement dans ce cas, nous ne parlerons plus de gravitation, mais bien de pesanteur. En effet, lorsqu'un corps doté d'une masse se trouve dans le voisinage d'un astre, il est soumis au champ de pesanteur attractif de cet astre qui résulte de plusieurs forces dont la gravitation est la composante principale. Chaque corps céleste possède dès lors sa propre accélération de pesanteur. Dans le cas de notre planète, celle-ci vaut 9,81 mètres par seconde au carré. À quoi correspond exactement cette accélération ? Eh bien, en reprenant la formule de Newton, nous voyons qu'elle est égale à grand G multiplié par la masse de la Terre divisé par son rayon au carré. Nous réécrivons cette force comme F égale m fois G, ce qui nous donne quelque chose de familier, le poids. Nous pouvons donc définir précisément le poids d'un corps, c'est la force à laquelle est soumis ce corps en raison du champ de pesanteur. Alors maintenant, une petite parenthèse pour aller plus loin sur quelque chose qui reste encore un peu flou concernant la chute des corps. On pourrait penser intuitivement que plus un corps a une masse élevée, et donc un poids élevé, puisque P égale m fois G, plus il tombera rapidement au sol, mais il n'en est rien en réalité. La vitesse de chute ne dépend pas de la masse d'un corps. Enfin, tant qu'on compare deux objets qui ont plus ou moins la même forme. Pour vous le prouver, nous avons réalisé l'expérience en lâchant au même moment et à la même hauteur une balle de ping-pong, une balle de tennis et une balle de pétanque. Nous observons qu'elles touchent le sol quasiment en même temps. Les différences minimes sont dues aux forces de frottement de l'air, mais c'est à peine visible. Nous avons ensuite supprimé cette contrainte en modélisant cette expérience dans le vide grâce au logiciel Robotron. Le résultat est que les balles heurtent le sol exactement en même temps. C'est Galilée qui a découvert tout ceci en faisant plus ou moins la même expérience que nous. Comme dernière application de cette force d'attraction gravitationnelle, intéressons-nous aux orbites des planètes de notre système solaire. Pour expliquer ceci, reprenons encore une fois notre exemple de la pomme lâchée à proximité de la surface terrestre. Dans ce cas, la pomme a uniquement une vitesse, disons, verticale, résultant de la gravitation. Par contre, si je lance la même pomme droit devant moi, je lui confère une vitesse horizontale, VH. Plus je lui donne une vitesse horizontale élevée, plus elle tombera loin par rapport à son point d'impact initial sur Terre. Théoriquement, si elle est lancée à une vitesse suffisante pour compenser la force d'attraction terrestre, nous observerons que la pomme ne viendra plus s'écraser sur la surface de la Terre, mais elle sera constamment en train de tourner suivant la même trajectoire autour de celle-ci. Nous dirons qu'elle est en orbite autour de la Terre. C'est le cas de la Lune par exemple, qui est le satellite naturel de la Terre. Illustrons ce phénomène avec le logiciel Robotron. Un objet est propulsé à une vitesse de plus en plus grande
et nous constatons bien que celui-ci finit par orbiter autour de la planète. Aucune force, hormis l'attraction gravitationnelle, n'est appliquée sur cet objet. C'est typiquement ce principe qui fait que la Terre ainsi que les 7 autres planètes du système solaire gravitent autour du Soleil, qui est l'étoile du système. En réalité, toutes ces planètes suivent une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers. Si vous nous avez bien suivis jusqu'ici, vous comprendrez que plus une planète est proche du Soleil, plus la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce sur elle est élevée, et donc plus sa vitesse est élevée pour compenser sa chute. Par exemple, Mercure a une période de révolution, c'est-à-dire le temps nécessaire pour boucler un tour complet autour du Soleil, de 88 jours, la Terre, comme vous le savez, de 365 jours, et Neptune de presque 165 ans. Nous pouvons maintenant visualiser le système solaire grâce à Robotran, en tout cas les 5 premières planètes, car le logiciel ne nous permet pas de faire plus. Nous observons que les planètes sont en orbite autour du Soleil, et qu'elles ont chacune leur propre vitesse, et donc leur propre période de révolution qui en découle. Rappelons qu'aucune autre force que les forces d'attraction gravitationnelle entre les corps n'est appliquée ici. Il est important de préciser les hypothèses sur lesquelles nous nous appuyons dans ce modèle. Le plan est en 2 dimensions, les corps célestes sont approximés par des sphères parfaites, les masses des planètes sont homogènes, les masses des atmosphères sont négligées, le Soleil est fixe, et finalement il n'y a pas de vent solaire ni de magnétisme. Pour terminer, nous allons vous montrer un dernier phénomène lié à la gravitation dans le système solaire, l'éclipse solaire. Celle-ci se produit lorsque la Lune vient se placer pile entre le Soleil et la Terre. Par conséquent, elle nous occulte partiellement ou totalement l'image du Soleil. Ceci nous montre la vue que nous avons depuis la Terre dans le cas d'une éclipse totale. Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons que vous y voyez plus clair sur le fonctionnement de la loi universelle de la gravitation de Newton, ainsi que ses diverses applications, notamment la pesanteur qui se manifeste par la chute des corps au voisinage terrestre, les mouvements des planètes en orbite dans le système solaire et l'éclipse solaire. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres, tels que les saisons, les marées, mais ceci dépasse le cadre de notre vidéo. Si vous voulez obtenir plus d'informations scientifiques sur le sujet, nous vous invitons à consulter le document théorique via le lien présent dans la description. Et surtout, nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo.